Est-ce que l'affaiblissement de l'ONU n'est pas dû au fait que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité sont remis en cause de plus en plus? Vous avez raison, il y a un problème moral et de crédibilité, je dirais. C'est-à-dire que seuls sont respectés ceux qui pratiquent ce qu'ils prêchent. Et là, malheureusement, on peut prendre les 5 permanents. J'ai créé dans mon diplôme un article il y a 1 an et demi qui s'appelait « L'ordre international piétiné par ses garants ». Justement pour expliquer que les 5 permanents ne montraient pas l'exemple et donc perdant en crédibilité, ne peuvent plus jouer le rôle stabilisateur qui doit être le leur. Parce que s'ils sont permanents et qu'ils ont le droit de veto, ça veut dire qu'ils ont des devoirs. C'est pas pour rigoler. Malheureusement, sans que ce soit forcément systématique, quand la France à l'ONU défend la résolution sur les droits des femmes, elle est dans son rôle. Mais malheureusement, effectivement, les membres permanents se laissent aller et du coup perdent en crédibilité. Et il y a un truc qui m'a traversé l'esprit là, c'était si on les prend un par un, les États-Unis en particulier à cause d'Israël, la Russie à cause de son étranger proche et de l'Ukraine, la France et le Royaume-Uni à cause de la Syrie, et tout ce petit monde à cause de la Libye. L'intervention en Libye en 2011 a été une véritable catastrophe, puisque on a autorisé une intervention militaire, soi-disant pour empêcher le gouvernement de Kadhafi de massacrer son opposition à Tripoli et Benghazi, alors qu'en fait, on est intervenu dans une guerre civile et que on a renversé le régime de Kadhafi, ce qui est interdit par le droit international. On n'a pas le droit de faire la guerre pour renverser les gens qui nous plaisent pas, sinon ça serait bon. Et tous les problèmes du Sahel viennent de là, c'est-à-dire le renversement de Kadhafi a fait effondrer le régime libyen tout entier, ce qui fait qu'une partie de l'armée de Kadhafi s'est transformée en mercenaires. On les retrouve partout dans le Sahel. Les arsenaux militaires de Kadhafi dispersés entièrement dans le Sahel. Et puis, on a installé un pays qui est devenu un sas pour les migrants, où vous savez, ils sont traités littéralement comme des esclaves. Donc là, la communauté internationale, entre guillemets, a beaucoup perdu en crédibilité. Vous savez qu'il y a des gens qui tentent des procédures contre Nicolas Sarkozy en ce moment. Il y a des pétitions pour le faire traduire devant la Cour pénale internationale. Alors, la résolution qui a autorisé l'intervention militaire en Libye a été votée par le Conseil de sécurité avec l'abstention de la Russie et de la Chine, qui considèrent depuis qu'elles se sont fait avoir. Parce que elle considère que la France et le Royaume-Uni ont outrepassé le mandat. C'est-à-dire, à l'origine, le mandat, c'était un couloir d'exclusion aérien destiné à empêcher les troupes de Kadhafi d'aller sur Benghazi et Tripoli. Et en fait, vous vous souvenez, ça s'est étendu rapidement jusqu'au renversement de Kadhafi. Et l'une des raisons pour lesquelles Poutine est si énervé, il ne faut peut-être pas grand-chose pour l'énerver non plus, mais bon, c'est ça. Il a l'impression qu'il s'est fait avoir. Sinon, ils auraient mis leur veto. Et donc, depuis 2011, les Russes et les Chinois bloquent toutes les résolutions de ce genre en disant « Vous nous avez embobiné la dernière fois, vous ne nous y reprendrez pas ». Alors, d'où la crise de confiance entre les 5 permanents. On est dans une configuration, là, où la crise de confiance entre les 5 membres permanents n'a jamais été aussi grave. Même du temps de la guerre froide, il y avait des formes d'équilibre. Là, il y a absence de dialogue et de confiance entre les 5. Les Anglais sont complètement inexistants à cause du Brexit. Ils sont trop occupés. Donc, du coup, ils collent aux États-Unis. Les États-Unis de Trump font n'importe quoi. Les Français essaient de ménager leurs alliés européens.
notamment l'Allemagne. Du coup, ça nous paralyse. Les Chinois font tout pour tirer tout vers le bas. C'est-à-dire qu'ils veulent bien discuter de tous les dossiers à condition qu'on les embête pas en mer de Chine et qu'on leur parle pas de droits de l'homme. Donc, résultat, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une trentaine de crises qui s'enlisent et qui menacent de dégénérer. Et on n'en a jamais eu autant d'allumés en même temps. C'est une situation assez exceptionnelle, assez inédite, malheureusement. Il y a l'Inde qui a des velléités pour entrer, pour être membre du Conseil de sécurité. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est l'évolution que ça a pris? Alors, la réforme du Conseil de sécurité est en discussion depuis très longtemps, au moins depuis 2000. Ça avait été lancé par Kofi Annan. La question, c'est celle qu'on évoquait tout à l'heure, c'est la représentativité du Conseil de sécurité, qui, dans sa forme actuelle, est issue de la configuration de 1945. Cette question se subdivise en deux, c'est-à-dire adopter le principe d'un nombre plus important de membres permanents. Là, il n'y en a que 5. Et deuxième subdivision, étendre le droit de veto à ces permanents. Alors, suivant les pays, la position de la France, si je me trompe pas, c'est une extension du nombre de permanents, mais pas du droit de veto. L'argument, c'est que ça viderait le veto de son efficacité parce qu'il y aurait trop de pays titulaires du droit de veto. Bon. Voilà, ça se discute. Alors, vous avez effectivement plusieurs pays qui sont candidats au poste de permanent avec ou sans veto. Vous avez l'Inde, l'Allemagne. La France soutient officiellement l'Allemagne. Hein, c'est dans le fameux traité d'Aix-la-Chapelle qu'on a signé là en janvier dernier, qui n'est pas ratifié mais qui est appliqué quand même. Voilà. Non mais ça, en ce moment, c'est n'importe quoi. Le Brésil, les Africains n'arrivent pas à se mettre d'accord, mais officiellement, il y aurait l'Afrique du Sud et l'Égypte, voire le Nigeria. C'est les pays les plus peuplés et les plus puissants. Alors, le problème, c'est que toute réforme de la charte de l'ONU implique l'accord des 5 permanents. Et donc, ils ont le veto, c'est-à-dire la révision de la charte serait validée par la charte, donc un État, une voix, tout va bien. Mais il faut obligatoirement que parmi ceux qui votent pour, il y ait les 5 permanents. Et évidemment, aucun des 5 permanents, pour l'instant, n'est prêt à remettre en cause sa situation. Alors chacun avec évidemment de bonnes raisons. Hein, tout le monde se croit évidemment investi. En tant que Française, évidemment, je suis contente que la France ait ce statut de permanent et qu'elle ait le veto, parce que je pense que la France a des choses à dire sur la scène internationale. Et puis, mais ça ne regarde que moi, j'allais dire. Chacun voit midi à sa porte, évidemment. Mais je me souviens quand même, trêve de plaisanterie, qu'en 2003, c'est bien parce qu'on avait le veto qu'on a obligé les États-Unis, ça n'a pas pu empêcher la guerre, mais on a empêché les Nations Unies, s'il n'y avait pas eu le veto, la guerre en Irak aurait été menée au nom des Nations Unies, alors là, il n'y aurait plus d'ordre international, ce serait la guerre mondiale, parce que les Nations Unies auraient perdu toute crédibilité dans cette guerre, puisqu'elle est reconnue comme un échec majeur par l'ensemble des acteurs. On a ramené l'Irak à l'âge de pierre et puis on a distribué, on a favorisé le développement du djihadisme, puisque une partie des gens de Daesh sont des anciens de l'armée de Saddam Hussein. Ça a commencé comme ça, cette embrouille. Et voilà. Donc, heureusement que les Nations Unies ne sont pas allées dans cette sombre histoire. Il y a une autre chose que j'aurais... Tout à l'heure, vous avez parlé du mandat des... Bon, là, il s'agissait des casques bleus, mais lorsqu'il s'agit d'aide économique, et qu'en fait, c'est pas une aide qui permet aux pays en grosse difficulté de se tirer d'affaire, mais qui permet quelquefois simplement à des sociétés ou à des trusts
de vendre leurs marchandises. Par exemple, on pense bien sûr à l'exemple des poulets. Voilà. Est-ce que vous vouliez dire, quand vous parliez de mandat, est-ce que vous vouliez dire que dans un monde extrêmement libéral, l'ONU pourrait être un contre-pouvoir? Je veux dire, en mandatant clairement, en donnant un mandat clair de développer une excusez-moi, une autosuffisance, par exemple, ou un développement, sinon industriel, du moins mécanique, enfin d'un certain nombre de choses dans les pays qu'on est censé aider, enfin dont l'Europe y participe, qu'on est censé aider, et en fait quelquefois dont on diminue les compétences. Il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à la question que vous soulevez. En tout cas, ce qui me semble inacceptable, c'est que l'aide internationale qui est distribuée par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, c'est-à-dire les prêts, les aides financières, soit entièrement entre les mains, non seulement de pays riches, mais des pays riches tels qu'ils étaient à la création de ces institutions en 1944. Parce que les droits de vote dans les institutions financières internationales ont été fixés en fonction des produits intérieurs bruts en 1944, à la conférence de Bretton Woods. Ce qui fait que vous avez toujours les mêmes pays, dont les États-Unis, qui tiennent tout, alors qu'il serait logique que des puissances émergentes... Bon, la situation du Brésil, c'est compliqué, mais on pourrait très bien... Il y a quelque temps, le Brésil demandait à ce que ses droits de vote à la Banque mondiale et au FMI soient augmentés du fait que son PIB avait... Voilà. Donc là, c'est figé. Premier élément de réponse, il semblerait logique que l'aide internationale soit discutée, mutualisée, et je vois pas de meilleur cadre pour ça que l'ONU, et notamment son Conseil économique et social. Là, les Nations Unies sont réduites, on l'a évoqué tout à l'heure, au rôle humanitaire, c'est-à-dire que, par exemple, la FAO va distribuer de l'aide alimentaire, vous avez l'Organisation mondiale de la santé qui va distribuer des vaccins. Donc c'est bien, mais c'est un peu le rôle du pompier quand les pyromanes sont toujours, j'allais dire, agissants. Et l'autre chose qui est préoccupante, c'est que les agences des Nations Unies voient leur crédit diminuer depuis quelque temps. Et que font-elles pour compenser cette baisse, c'est-à-dire les crédits qui leur sont alloués par les États diminuent? Que font les agences des Nations Unies pour compenser cette baisse? Elles se tournent vers les entreprises. Et en 2000, à l'époque de Kofi Annan, les Nations Unies ont signé ce qu'on appelle le pacte global, qui est connu sous son nom anglais, le Global Compact, c'est-à-dire une convention qui organise, qui officialise la coopération des entreprises avec les agences des Nations Unies. Sous l'argument, elles ont beaucoup d'argent, donc très bien. Le problème, c'est que, in concreto, comme disait l'autre, en pratique, eh bien, on voit que les entreprises, d'une part, font du blanchiment d'image, mais plus grave, vont utiliser les agences des Nations Unies à leur profit. Le cas typique, c'est Microsoft, par l'intermédiaire de la fondation Bill et Melinda Gates, qui a carrément mis la main sur l'OMS. La fondation Bill et Melinda Gates, qui est la fondation privée comment dire en français, fondation humanitaire de la famille Gates, a un budget supérieur à celui de l'OMS. Et donc, ils financent toutes sortes de travaux, de recherche, qui aboutissent, par exemple, à ce que les brevets de Microsoft soient validés, à ce que les outils de Microsoft soient les outils, comme par hasard, utilisés, à ce que les normes produites soient celles
de Microsoft. Alors l'OMS est un cas emblématique parce que les enjeux, tout ce qui concerne les vaccins, sont énormes. Mais en fait, alors vous avez des choses un peu moins graves, genre à une époque, la FAO travaillait avec Nokia. Ça n'existe plus Nokia, je crois, les téléphones. C'était un programme pour organiser l'aide alimentaire dans les pays du tiers-monde. Mais pour en bénéficier, il fallait utiliser des Nokia. Donc c'était de la publicité déguisée, vous me direz, c'est pas très grave. Enfin bon, c'est quand même un certain mélange des genres. Alors l'UNESCO a un prix de la femme scientifique distribué par L'Oréal. Alors voilà, très bien. Alors L'Oréal, on les connaît pendant leurs œuvres. Hein. Ils ont recyclé des criminels de guerre après 1945. Ils testent leurs cosmétiques sur les animaux. Enfin, bon, voilà. Mais voilà, l'UNESCO qui appuie un rond, prix femme scientifique sponsorisé par L'Oréal. Donc voilà. Donc il y a le problème des moyens aussi pour les agences de l'ONU. Et ça, c'est important parce que les agences de l'ONU, à la différence de toutes ces fondations, elles fonctionnent avec des règles. La règle de représentation des États, les règles d'engagement des fonds, de transparence, de déontologie. Donc on peut dire tout ce qu'on veut des Nations Unies, c'est des bureaucraties, etc. On entend souvent ça, mais il y a des règles qu'on peut consulter, dont on peut demander l'application, qui correspondent quand même à certaines règles de transparence, de déontologie, de mélange des gens. Et si, au nom de l'efficacité, on transfère une partie de l'activité à des entreprises, on commence à faire autre chose. Et vous savez, par exemple, que Bill et Melinda, je les adore, Bill et Melinda, ils font de l'aide humanitaire aussi dans les pays d'Afrique, mais ils sont accoquinés avec Monsanto. C'est-à-dire qu'effectivement, ils distribuent de l'aide humanitaire, mais dans le même temps, ils introduisent des OGM. Donc là, on est en train de se vautrer dans une espèce de confusion et de mélange des genres qui est extrêmement dangereuse. Alors la France est correcte avec les organismes des Nations Unies, c'est-à-dire qu'on paye ce qu'on doit aux Nations Unies. Il y a des clés de répartition qui sont décidées par la fameuse 5e commission de l'Assemblée générale de l'ONU, définie. Et la France est bonne élève de ce côté-là. Hein. Mais c'est pas le cas des États-Unis, des pays qu'il faut rappeler à l'ordre régulièrement. Oui, je reviens au début de la réunion. Vous avez parlé de l'ONU qui faisait pas assez de publicité sur les travaux relatifs au COP, enfin au traité sur le climat. Je voudrais comprendre quand même, parce que les agences, et combien il y en a, et quelles sont celles qui sont plus orientées sur ces sujets, où il y a une répartition des rôles. Enfin, J'ai pas compris la question, excusez-moi. Oui, je dis juste par rapport au climat, vous avez juste fait une allusion que l'ONU était impliquée d'une certaine façon, et je voudrais comprendre quelles agences sont Alors, impliquées et les moyens dont elles disposent, et toujours pareil, et la coordination avec les ambassadeurs, etc. etc. Alors, je ne saurais pas vous donner la liste des agences de l'ONU qui s'occupent de ces questions d'environnement. Ce que je peux dire, en revanche, c'est que c'est dans le cadre de l'ONU que les traités, le traité de Tokyo, les COP 21 sont discutés. Donc tous les accords climat dont on se vante, notamment celui de Paris, sont des accords ONU. C'est grâce à l'ONU en tant que forum. De toute façon, quand vous voyez 193 pays réunis, c'est l'ONU. Hein, mais ils sont tellement nuls qu'ils mettent pas... Enfin bon, bref, c'est autre sujet. Après, les agences, il faudrait regarder. Il y en a qui s'occupent de l'eau. Il y a plein de choses. Il y en a qui s'occupent des arbres. Enfin, ça dépend. Faut regarder point par point. Alors, je sais pas s'ils ont... il y a il y en a une qui s'occupe des océans. Parce que vous savez que le climat dépend en grande partie des océans. Donc les Nations Unies ont négocié, c'est pareil, personne ne le sait, un grand traité sur la protection des océans l'année dernière, avec des centaines d'ONG qui se sont réunies à New York. Alors j'ai pas regardé ce qu'il y a exactement dans le traité. Bon. Donc il faut regarder point par point. En tout cas, les Nations Unies jouent dans le secteur du climat très bien leur rôle de forum et leur rôle de productrice de normes. Après, l'application de la norme, comme le disait tout à fait très bien monsieur tout à l'heure, c'est quelque chose d'important. Vous savez qu'il faut, par exemple, les Européens
sont très contents. Là, ils ont annoncé hier qu'ils respectaient les normes carbone. Bon, mais il faut vérifier. Hein. Il y a les engagements qu'on prend et puis le respect de ces engagements. Mais parfois, moi, je me suis mise à Twitter et à Facebook, là. Donc, quand je vois des communiqués de l'ONU rappelant à l'ordre les États, je partage tout de suite. Ou des commissaires, parce qu'il y a souvent des personnalités qui sont désignées comme Monsieur Climat ou Madame Climat ou Monsieur Océan, qui font des rapports qu'en général personne ne lit, mais qui sont truffés d'informations importantes et qui jouent le rôle de signal d'alarme, en fait. Vous avez parlé des tiers-monde. Ce que vous parlez des tiers-monde, moi j'appelle non-alignés. Oui, les non-alignés, voilà. Le mouvement qui existe toujours, hein. Oui. Il est très actif, le mouvement des non-alignés. Heureusement. Il est présidé en ce moment par le Venezuela. Voilà. Mais ça, je dis rien. Concernant l'isolement du Venezuela. Pourquoi on peut être membre des Nations Unies et en même temps des pays non alignés? Ah voilà, oui. Alors, rien n'empêche les États d'avoir plusieurs appartenances. Vous êtes membre des Nations Unies, vous faites partie des 193, mais déjà, il y a des regroupements régionaux. Et puis, vous pouvez vous regrouper par affinité. L'Union européenne a une représentation à l'ONU. Par exemple, l'Union africaine a une représentation à l'ONU. Donc, vous pouvez, tout en respectant vos droits et devoirs en vertu de la charte, vous regrouper régionalement ou par affinité. Il y avait un groupe des pays communistes à une époque, du temps de la guerre froide. C'est simplement une coordination. Et si vous regardez le groupe des 77, le mouvement des non-alignés, par moment propose des résolutions communes qui sont mises au vote de l'Assemblée générale et qui leur permettent de peser de tout leur poids, surtout en ce qui concerne le groupe des 77, quand ils ont le soutien de la Chine, puisque c'est le groupe des 77 et la Chine. La Chine qui continue de se présenter comme un pays du tiers-monde et qui tient toujours des discours, notamment quand ils vont en Afrique. Les présidents chinois commencent toujours par dire qu'eux aussi, ils ont connu le sous-développement, qu'eux aussi, ils ont subi la domination occidentale et qu'ils ont su s'en délivrer et que donc, ils sortent les violons, un petit discours de Mao. Et puis après, on parle business, quoi. Parce que maintenant, c'est des businessmen. Il n'y a plus grand-chose de communiste dans la Chine. En tout cas, ça ne se voit pas tellement en Afrique.